militantes autour de Gérard Marcaggi, Patrice Sautreau, responsable du canton, qui ont œuvré, et bien sûr l'équipe départementale, avec Karine Clément en particulier, Agapia, qui ont travaillé depuis plusieurs jours pour la réalisation de cette soirée. Alors, incontestablement, le nombre important que vous êtes nous montre que nous sommes sur la bonne voie dans cette campagne présidentielle. Nous allons animer cette soirée avec Marion, que vous attendez bien sûr de pied ferme, qui va vous parler des 144 engagements de Marine Le Pen. Je vois notre ami Hervé Pépineau qui va rejoindre. Voilà. Alors j'en profite pour remercier les amis élus qui sont dans la salle, les conseillers départementaux, conseillers régionaux et bien sûr, aux côtés de Marion, Catherine Candela, qui est candidate préinvestie dans la 4e circonscription. Monsieur Hervé Pépineau, candidat dans la 5e circonscription. Autour de cette bonne ville de Avignon, la cité des papes. Et bien sûr Marion, qui prendra la parole dans quelques instants après une petite intervention. Et candidate à sa propre succession dans la 3e circonscription. Alors, nous avons décidé avec Marion de vous parler des 144 engagements de Marine Le Pen, car Marine Le Pen a un programme et elle en parle, à la différence des autres candidats qui parlent de tas d'autres choses, et qui d'ailleurs ne sont pas libres. Parce que tout le sens de la candidature de Marine Le Pen, c'est autour d'un double slogan. Au nom du peuple, remettre la France en ordre. Voilà, alors, ça ne vous aura pas échappé, il y a multiples domaines où on assiste à des désordres. Pour commencer, c'est bien sûr le désordre qui est la conséquence finalement de la confiscation de toutes nos souverainetés par l'Union européenne, à commencer par notre souveraineté territoriale, puisque nous ne sommes plus maîtres chez nous et qu'avec Schengen, eh bien, en réalité, nous sommes ouverts à toutes les arrivées de migrants et de clandestins. Et bien sûr, c'est le premier désordre que nous souhaitons combattre. Et puis, il y a d'autres souverainetés. La souveraineté juridique, vous savez, 75% des lois sont aujourd'hui des transcriptions des directives européennes. Et donc, en réalité, on assiste peu à peu à une décomposition de l'État français. Il y a un autre désordre auquel vous assistez dans nos campagnes et dans nos départements. C'est ce désordre de la désindustrialisation et de cette disparition programmée de l'agriculture et de la ruralité. Et puis, il y a des désordres au niveau du monde du travail, au niveau de ce capitalisme qui est de plus en plus financier. Il y a là une dérive qu'on observe et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la France commence à devenir un pays pauvre, avec une industrie qui a perdu 1 million d'actifs en 15 ans, une industrie qui a été finalement divisée par 2, des agriculteurs qui disparaissent, des viticulteurs qui disparaissent, et tout ça, c'est parce que l'État-nation a disparu, entre autres au profit de l'Union européenne, mais aussi de ce pouvoir d'une finance qui peu à peu prend le pas sur tout, et en particulier, il y a ce désordre, ce nouveau désordre du capitalisme qui est imposé par une finance qui n'est plus au service de l'entreprise. Et également des artisans commerçants et des indépendants. Et c'est tout le sens des engagements économiques du programme de Marine Le Pen, eh bien, de redonner le pouvoir aux entreprises, de se développer, de créer des richesses et de redonner la liberté aux indépendants, aux artisans commerçants, parce que nous savons que c'est là qu'il y a le plus de gisements de création d'emplois. Pratiquement tous les artisans, tous les commerçants pourraient embaucher une personne supplémentaire s'il y avait moins de charges, s'il n'y avait pas eu ce drame du RSI, dont Marine Le Pen d'ailleurs a décidé de le supprimer.
artisans commerçants, les indépendants pourront choisir soit un nouveau RSI, d'adhérer à un nouveau RSI, soit d'adhérer au régime général. Mais tout se fera dans la transparence et pour le bien des artisans commerçants et des indépendants. Alors il y a également un autre domaine, et là c'est bien sûr Marion qui en parlera plus particulièrement, c'est le désordre de l'immigration et également d'une certaine vacuité démographique qui fait que la France et l'Europe sont le seul endroit de la planète où finalement on traverse un hiver démographique et on ne fait plus assez d'enfants, ce qui fait que la croissance n'est plus là, parce que tous savons très bien que finalement si l'Asie a eu une croissance pendant longtemps à 2 chiffres, c'est parce qu'il y avait derrière une croissance démographique. Or l'Europe, il faut savoir par exemple que la Russie perd 1 million d'habitants par an, et Vladimir Poutine a bien compris et donc a lancé d'ailleurs une politique de relance démographique importante. Et Marine Le Pen a compris cela, et voilà pourquoi dans ses 144 engagements, on dit halte à l'immigration, mais dans le même temps, on dit relance de la démographie française avec une politique familiale active et importante, en particulier avec un certain nombre de mesures sur le quotient familial, sur les allocations familiales, etc., pour relancer la démographie française, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté halte à l'immigration et on ne fait plus d'enfants. C'est bien sûr tout le sens de la politique et de l'anticipation de la vision de Marine Le Pen. C'est exactement l'inverse de ce que dit la Commission européenne. Longtemps, M. Barroso, M. Juncker ont dit voilà, l'Europe ne fait plus d'enfants, alors on va faire venir des immigrés. Comme nous disons plus d'immigrés, eh bien nous disons à l'inverse, refaisons des enfants, et il y aura une forte politique démographique dans le programme de Marine Le Pen. Voilà. Pour revenir sur quelques instants, on s'est un petit peu réparti les choses comme cela avec Marion. Je fais un petit zoom en quelque sorte sur le programme économique de Marine avec les mesures phares. Revenons sur cette fameuse entreprise qui est très mal menée en France. Nous avons la chance en France d'avoir encore des grands champions industriels. C'est vrai que dans certains domaines, nous sommes encore dans le top 3, dans l'aéronautique, nous sommes parfois numéro 1, dans le BTP, nous sommes numéro 1 mondial. Dans l'aéronautique, nous sommes peut-être numéro 1 ou numéro 2, ça dépend des sous-secteurs, etc., etc. Même dans l'automobile, nous sommes 8e et 9e avec PSA et Renault. Dans le ferroviaire, nous sommes très bien placés. Dans le nucléaire également, etc., etc. Le problème de la France, à la différence d'ailleurs de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, c'est que les PME et les PMI souffrent. Elles souffrent de beaucoup de maux. En particulier, je le disais en filigrane au début de cette intervention, les PME françaises, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui ont de 10 à 250 salariés, ont du mal à se financer parce que les banques ne font plus leur travail. Les banques n'apportent plus de fonds propres aux entreprises françaises. Et les entreprises plus grosses, qu'on appelle les entreprises à taille intermédiaire, celles qui sont de 250 à 5000, ce n'est pas encore les grandes entreprises, celles-là, elles ont aussi beaucoup de mal à se développer à l'export parce qu'elles manquent également de fonds propres. Et là, il y a tout un train de mesures dans les 144 engagements de Marine Le Pen qui ont compris ce problème et ce mal français. Par exemple, une mesure emblématique, vous savez qu'on parle beaucoup des assurances. C'est vrai que le monde des assurances, ils sont assis sur un tas d'or. Il y a ce qui s'appelle les encours de liquidité de l'assurance vie, c'est 1600 milliards. Et tout simplement, il y a un engagement de Marine Le Pen qui consiste à dire 2%. 2% de ces 1600 milliards, ça fera 32 milliards chaque année, seront en fait investis dans des fonds d'investissement spécialement en direction des PME, des PMI innovantes. Parce que les entreprises françaises sont sous-capitalisées par rapport aux entreprises allemandes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand vous regardez en Allemagne, il y a 4 à 5 fois plus d'entreprises à taille intermédiaire. Ces fameuses entreprises qui ont de 250 à 5000 salariés qui font la force de l'Allemagne. Parce que le problème de la France, c'est que pour passer ce stade, bien généralement, soit elles sont rachetées, soit elles sont mortes, parce qu'elles sont étouffées par la machine, finalement, française, avec une finance qui n'est pas suffisamment au service des entreprises, avec des charges sociales qui sont trop importantes, avec des systèmes administratifs qui découragent le développement même des entreprises. Alors, une mesure très importante qui montre en quelque
quelque sorte que Marine est l'ami des entreprises, c'est tout simplement une mesure clé qui est finalement la diminution de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, qui est aujourd'hui de 33%. Dans le programme de Marine Le Pen, pour les toutes petites entreprises, c'est-à-dire celles qui vont de 0 à 10, on ramène la fiscalité à 15%. C'est une mesure très importante. Et ça, il n'en parle pas à la télévision. Que le programme de Marine Le Pen, il va détruire la France, ça va être, etc., il est contre l'entreprise, c'est exactement l'inverse. Et pour les PME, qui donc vont de 11 à 250 employés, on ramène la fiscalité à 24%. C'est également un énorme effort. Et d'ailleurs, ça correspond à peu près à 5 à 6 milliards par an d'efforts qui vont être faits par l'État pour diminuer cette fiscalité des PME-PMI qui sont vraiment celles qui souffrent le plus en France. Alors, un autre aspect de ce capitalisme qui est malade et qui, encore une fois, n'est plus suffisamment au service de l'entreprise, c'est le problème de la concentration du capital. Nous avons vu en quelque sorte une sorte de divergence du capital qui aujourd'hui fait que la finance, au lieu d'alimenter l'entreprise, s'alimente elle-même avec de la spéculation, et donc il y a tout un tas de mesures de Marine qui consistent à aiguiller la finance vers l'alimentation au fond des entreprises. Mais il y a un autre problème qui est aussi typiquement français, c'est la concentration du capital. Vous en avez un exemple dans la grande distribution. Il y a une asymétrie, et on le sait bien, les producteurs de Vaucluse le savent, il y a cette asymétrie qui est insupportable entre le pouvoir de la grande distribution et les fabricants ou producteurs qui sont finalement les fournisseurs de la grande distribution. Et là, il faut remettre les pendules à l'heure. Parce qu'on nous dit, Monsieur Fillon est l'ami des entreprises. En fait, ce monsieur n'a jamais fait ce qu'il a dit. En particulier, déjà, ça remonte, c'est lorsqu'il était Premier ministre, la loi Fillon sur la loi de modernisation de l'économie, en 2008, avait soi-disant prévu de rééquilibrer les relations entre grande distribution et les producteurs. Ceux qui s'en souviennent, eh bien, c'était la fameuse époque où il y avait les fameuses marges arrière, qui est en quelque sorte un effort supplémentaire pour demander aux producteurs en fin d'année. Tu as fait un chiffre assez important avec nous, ben, tu vas encore reverser quelque chose à la grande distribution, en quelque sorte en remerciement. Alors, on a supprimé ces marges arrière. Mais c'est là qu'en réalité, on voit qu'il y a toujours ce laxisme et cette faiblesse qui est intrinsèque finalement à cette fausse droite représentée par François Fillon. C'est qu'on a supprimé les marges arrière, mais que Fillon, dans cette loi de modernisation de l'économie, a fait deux choses extrêmement graves qui vont dans le mauvais sens. C'est qu'à l'époque, vous pouviez implanter des grandes surfaces jusqu'à 300 mètres carrés sans avoir d'autorisation de la commission d'aménagement commercial. Il a porté ce seuil maximum de 300 mètres carrés à 1000 mètres carrés. C'était un immense cadeau qui était fait à la grande distribution. Et surtout, en échange de la suppression des marges arrière, M. Fillon et à l'époque Mme Lagarde a fait quelque chose d'absolument inique en direction des producteurs. C'est que depuis cette loi de 2008, il y a ce qui s'appelle la négociabilité des prix, c'est-à-dire qu'en fait, les producteurs ont l'interdiction d'arriver regroupés par secteur pour discuter des prix avec la grande distribution. C'est-à-dire qu'ils doivent arriver un à un. C'est la négation même finalement du regroupement par secteur de branches professionnelles qui peut discuter un peu d'égal à égal avec la grande distribution. Donc on voit bien qu'à chaque fois que soi-disant la fausse droite peut faire quelque chose, en fait c'est pire après qu'avant. Donc rappelons-nous bien que M. Fillon, au lieu de rétablir une liberté des producteurs par rapport à la grande distribution, a fait l'inverse. Alors nous avons tout simplement, ça c'est tout simplement Marine Le Pen, elle a bien compris le problème. Qu'est-ce qu'elle a dit concernant les grandes surfaces en France? Eh bien elle a dit tout simplement, en attendant le résultat d'un audit général sur toute la France, il y a le gel proclamé de toute création supplémentaire de grandes surfaces en France. Alors, pour terminer sur la réindustrialisation, qui est certainement le grand morceau de bravoure des engagements économiques
économique de Marine Le Pen, figurez-vous que si on veut réindustrialiser la France, il faut sortir de l'Europe de Bruxelles. Et il n'y a pas seulement le problème de l'euro, qui est en quelque sorte la souveraineté monétaire. Il y a le problème de la souveraineté économique. Car aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de réindustrialiser la France comme nous le souhaitons. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dès qu'il y a des projets innovants en France, ils sont financés entre autres par l'Europe, c'est-à-dire que nous récupérons sur les 23 milliards que nous donnons à l'Europe, nous en récupérons une partie, et ils nous redonnent ces fonds à travers les FEDER qui passent par les régions et qui imposent leurs propres critères. C'est-à-dire que si nous voulons développer par exemple tel secteur dans l'énergie, qui n'est pas prévu par l'Europe, on ne peut pas le faire. Si nous voulons par exemple développer et protéger telle sous-filière, et que ce n'est pas prévu dans le programme européen de réindustrialisation et d'innovation, ça n'est pas possible. Et ce n'est pas moi qui le dis, figurez-vous, c'est le président des pôles de compétitivité français. Il y a à peu près 60 pôles de compétitivité en France. C'est Jean-Luc Bella, qui est le patron du pôle de l'Île-de-France et qui en même temps est le président de tous les pôles de compétitivité de France. Qu'est-ce qu'il dit? Il l'a redit 2 fois d'ailleurs. Il dit exactement les programmes d'innovation qui émanent de toutes les entreprises qui sont dans les pôles de compétitivité en France n'arrivent pas à se faire financer par l'Europe. C'est-à-dire que non seulement l'Europe nous coûte 8 ou 9 milliards par an, mais en plus, l'argent qu'elle nous rétrocède eh bien, ne va pas dans ces programmes d'innovation qui sont fondamentaux pour porter la réindustrialisation. Donc on voit bien que lorsque Marine Le Pen dit qu'il faut recouvrer nos 4 souverainetés, la souveraineté juridique pour que nous puissions passer les lois que nous voulons et que ce ne soit pas la transcription des directives européennes, la souveraineté monétaire pour avoir notre propre monnaie, la souveraineté territoriale pour sortir de Schengen, on comprend bien, mais il y a la souveraineté économique également. Parce que si on veut refaire de la France le premier pays agricole, si on ne sort pas de l'Europe de Bruxelles, on ne pourra pas le faire. Donc, si on veut refaire de la France le premier pays agricole, si on veut réindustrialiser la France, il faut recouvrer notre souveraineté économique. Alors, je voudrais insister pour terminer sur 2 points, 2 engagements qui ont une conséquence immédiate sur la réindustrialisation de la France, qui apportera, je le rappelle, quand on réindustrialise, on apporte une indépendance. Si vous êtes maître et si vous êtes maître de vos sources d'énergie, par définition, vous avez une indépendance énergétique. Si vous développez votre agroalimentaire, vous avez une indépendance alimentaire, etc., etc. Dans le numérique, c'est la même chose. Donc, il faut comprendre que l'industrie apporte toutes les indépendances dont a besoin un État-nation. L'industrie également a un pouvoir d'entraînement unique sur l'économie. On dit généralement que 1 euro investi dans l'industrie, eh bien, c'est 2 fois plus de création de valeur pour les sous-traitants. Et en plus, l'industrie apporte une résilience face aux crises économiques. Et surtout, l'industrie apporte aussi 80% de vos exportations. Comme l'industrie en France a été divisée par 2 en 15 ans, ben voilà pourquoi tout simplement notre balance commerciale depuis des années et des années est déficitaire, alors que chez les Allemands, eh bien, elle est positive. Alors il y a 2 mesures, et je terminerai avec celle-là. Marine a prévu d'augmenter de 30% le budget de la recherche. Et ça, c'est fondamental. C'est le seul programme d'un candidat à la présidence de la République qui augmente d'une telle manière le budget de la recherche publique. Parce que vous avez une recherche privée, une recherche publique. La recherche publique, qui est aujourd'hui de l'ordre de 15 ou 16 milliards par an, doit passer à 20 milliards. Donc 30%, ça fait à peu près, elle doit passer à 1% du PIB. Et ça, c'est vraiment une mesure très importante. En particulier, je ne vais pas le décliner, mais nous avons été dans tous les dispositifs de la recherche pour voir ce qu'il fallait soutenir. Alors je vous le dis tout de suite, ceux qui connaissent cette chose-là, c'est le crédit impôt recherche. C'est une mesure très intéressante qui est faite par la France. Nous avons l'intention de le multiplier. Mais figurez-vous que ce crédit impôt recherche sert non seulement à l'innovation des petites entreprises, des entreprises moyennes, pourquoi pas des grandes entreprises, mais également des banques. Parce que figurez-vous que lorsqu'une banque travaille sur un nouveau produit financier, elle obtient du crédit d'impôt recherche. Alors là, je vous dis tout de suite, ce sera supprimé, illico. Nous allons recentrer le crédit d'impôt recherche uniquement sur les entreprises qui créent de la richesse technologique. Alors,
terminer, et ça permettra sans doute de faire le lien avec tout ce que va nous dire maintenant Marion. Marine Le Pen a un engagement très fort, qui a pu paraître d'ailleurs assez important. Certains journalistes ont dit, oulala, mais c'est une mesure qui est très forte et qui coûte beaucoup d'argent, c'est le budget de la défense. Alors bien sûr, Marine a prévu de porter à 2% le budget de la défense la première année. Et puis de tendre peu à peu vers 3% du PIB. C'est une mesure très forte qui va coûter à peu près 8 milliards par an. C'est très important pour notre indépendance, c'est très important pour notre sécurité extérieure et intérieure. Mais je voudrais faire le lien avec l'économie, et les Américains le savent bien, qui ont un budget de la défense absolument unique au monde. Les Chinois maintenant, tous les pays du monde développent en réalité à fond le budget de la défense, bien sûr pour des raisons de sécurité intérieure et surtout extérieure, mais parce que ce sont les industries de défense qui ont le plus de retombées dans le domaine civil. On sait très bien que plein de découvertes et d'innovations qui ont été portées dans des programmes de défense ont eu des retombées dans le domaine civil. Un certain nombre d'entreprises françaises bénéficient de dispositifs de la Direction générale de l'armement à des fins civiles. Et donc il est bien évident que dans l'enveloppe finalement globale d'augmentation du budget de la défense, il y aura toute une partie qui va servir à soutenir notre industrie française, industrie de défense, mais également industrie civile, puisqu'encore une fois, il y a des tas d'innovations qui ont été portées par la défense, qui ont des retombées et des applications dans le domaine civil. Donc finalement, pour conclure, je dirais que remettre la France en ordre, c'est finalement redonner le pouvoir à l'État-nation, redonner le pouvoir à l'entreprise, que finalement l'État-nation, par le biais de l'État stratège, les entreprises qui pourront enfin recréer de la richesse, et la famille française qui sera remise à l'honneur, tous ces corps naturels de la société finalement, que nous voulons en quelque sorte faire échapper à toute idéologie, eh bien tous ces corps naturels de la société vont recréer de la richesse, vont relancer la France sur le domaine économique, et la cerise sur le gâteau, c'est que finalement, Marine Le Pen va porter la réconciliation de l'économique et du social, puisque finalement, depuis des décennies, on pourrait dire que la gauche s'occupe du social et elle s'en occupe très mal. La droite et la fausse droite s'occupent de l'économique et elle s'en occupe très mal. Eh bien, Marine Le Pen va ramasser en quelque sorte l'économique et le social, le réconcilier, et ça va être la France de demain. Merci beaucoup. Alors, je laisse la parole à celle que vous attendez, Marion Maréchal Le Pen, députée de... Dans la deuxième circonscription, d'avoir un candidat aussi passionné et fougueux que Thibault de La Fontenay, qui connaît très bien son sujet, en particulier la question économique et de l'industrie. Vous pouvez le constater, pour une raison simple, c'est qu'en plus de faire de la politique depuis maintenant quelques années, beaucoup d'années, puisque aussi loin que mes souvenirs d'enfance remontent, je vois Thibault militer parfois dans les heures les plus difficiles pour le Front National. Eh bien, en plus de cet engagement-là, il est patron d'industrie depuis 30 ans maintenant. Et il est à ce titre à l'image de l'immense majorité de nos candidats. Parce qu'on parle beaucoup de la société civile en politique, en exemplarité, on s'en sert beaucoup en communication, mais on se rend compte dans les faits que l'immense majorité des candidats, des élus, des deux grands partis au gouvernement depuis 30 ans sont des professionnels de la politique. Ça veut dire qu'ils ne vivent que de la politique. Et c'est ainsi que petit à petit, ils perdent pied avec notre réalité, avec votre réalité. Eh bien, l'immense force de Marine Le Pen, c'est d'avoir, non seulement parmi ses candidats aux législatives, parmi ses élus, mais aussi parmi ses équipes de campagne, quasi exclusivement des gens qui ne vivent pas, ou pas seulement de la politique, mais exercent tous à côté un métier. Et ça, je crois que c'est une grande plus-value, et vous aurez l'occasion, je l'espère, demain, de pouvoir constater cette plus-value dans la majorité présidentielle de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Alors j'espère, mes amis, que vous avez mis votre casque lourd.
Car ça y est, les attaques vont commencer à pleuvoir. Elles ont déjà commencé d'ailleurs, puisque nous sommes, si je ne m'abuse, à 14 livres édités sur le Front National, contre le Front National plus exactement. Fort heureusement, de manière générale, il dépasse très difficilement les 500 ou 600 ventes au niveau national, malgré le soutien actif des mairies communistes qui les mettent dans leur bibliothèque municipale. Nous avons un film, tout de même, bientôt Hollywood, mais enfin un film français pour l'instant, financé par vos impôts, évidemment, à charge contre le Front National. Nous sommes à 5 reportages, notamment sur le service public, évidemment, à charge contre le Front National, avec des méthodes absolument ignobles. Voilà. Et je dénonce d'ailleurs devant vous ce soir ces journalistes voyous qui discréditent d'ailleurs l'intégralité de leur profession en utilisant à notre endroit des méthodes qu'ils ne se permettraient jamais, je dis bien jamais, d'utiliser au Parti Socialiste, au Parti de gauche ou chez les Républicains. Parce que croyez-moi, lorsque pendant 3 mois, vous vous faites passer pour un faux militant en caméra cachée, en poussant les jeunes dans leur retranchement sur des sujets abjects, croyez-moi qu'à mon avis, dans n'importe quelle famille de France, vous avez de quoi trouver quelqu'un envoyé en prison. Mais enfin, ça c'est un autre sujet. Le problème pour moi, c'est que le Front National est irréprochable, puisque chaque fois comment dire, qu'un candidat est soupçonné ou il est avéré qu'il défend des valeurs qui ne sont pas les nôtres, il est immédiatement sanctionné. Voilà, immédiatement sanctionné, sans hésitation, parce que nous n'avons pas le droit de sacrifier notre combat pour la nation à cause de ces dérives-là. Et ça embête terriblement les journalistes, évidemment, puisque en face, que ce soit au Parti Socialiste ou que ce soit chez les Républicains, nous ne retrouvons pas une telle exemplarité, puisque très régulièrement, des élus sont maintenus dans leurs fonctions malgré des mises en examen, malgré des condamnations, malgré des propos scandaleux. Souvent d'ailleurs ils sont réinvestis et même, j'en ai un exemple de proximité locale, disons, puisque à Carpentras, nous avons un maire socialiste, alors qui n'a pas été viré du Parti Socialiste, qui est parti du Parti Socialiste pour rejoindre Macron, qu'il a reçu en grande pompe à Carpentras pour parler de sécurité. Et le comble étant que ce maire en question a été condamné en première instance pour avoir tabassé sa femme. C'est la gauche féministe. Mais je vous rassure, évidemment, cet élu n'a jamais été viré du Parti Socialiste et aucun des membres de sa majorité féministe de gauche n'a évidemment démissionné. Heureusement qu'Hervé de Lépinot est là pour lui rappeler régulièrement cet état de fait. Alors le système est évidemment gouvernemental, mais il se défend bien. Et il est très ennuyé avec nous. Très ennuyé avec nous parce qu'il n'a rien pour nous mettre la pression. Parce qu'il n'a aucun moyen de nous faire du chantage. Puisque nous sommes des candidats et nous avons une candidate totalement libre. Je vous parle de liberté parce qu'il y a 2 scandales qui touchent aujourd'hui M. Fillon et M. Macron, dont on a très peu parlé et qui sont extrêmement graves. Alors je ne vais pas m'attarder sur le Penelope Gate ou les pulls en cachemire à 2000 € de M. Fillon. Je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus grave qui est le fait que cet homme, candidat à la présidence de la République, a touché 200 000 € dans le cadre d'un contrat commercial d'AXA à travers sa boîte de conseil. Et il est quand même d'autant plus inquiétant qu'en parallèle de cela, ce candidat, initialement en tout cas, parce qu'évidemment entre-temps il a rétro-pédalé, le fameux candidat de la rupture en 30 il avait dans ce programme prévu, vous vous souvenez, la privatisation de la sécurité sociale, au bénéfice des assurances privées dont AXA fait partie. Et l'ancien PDG d'AXA, M. Henri de Castres, était pressenti pour être le Premier ministre de M. François Fillon. Quelle est aujourd'hui la liberté de ce candidat? Dans quelle mesure est-il tenu par cet argent qu'il a touché? C'est une question fondamentale, parce qu'on ne peut pas espérer accéder aux plus hautes fonctions de l'État et vouloir y défendre, comme c'est le cas depuis
depuis maintenant 30 ans des intérêts économiques privés. Et M. Macron, qui est le grand chouchou des médias, lui, pour le coup, est touché par exactement la même suspicion de conflit d'intérêts. Mais vous en avez probablement pas entendu parler. C'est normal, puisque la presse préfère prendre des photos de lui en train d'embrasser sa femme pour faire des unes de Paris Match. C'est beaucoup plus intéressant pour la qualité du fond de la campagne présidentielle. Eh bien, cet homme-là a dans ses équipes de campagne, et comme conseiller santé, un homme qui a travaillé pour les laboratoires pharmaceutiques Servier. Et de la même manière, dans son programme initialement, puisque entre-temps, pris la main dans le pot de confiture, il a lui aussi rétro-pédalé, ce programme prévoyait le remboursement quasi intégral d'un certain nombre de médicaments, notamment qui touchaient à des problèmes cardiaques. Et, oh, bizarre, hasard, et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, eh bien, c'est parti d'Aubry. En l'occurrence, le laboratoire Servier était le seul, ou quasiment le seul, à vendre sur le marché les fameux médicaments que M. Macron proposait de rembourser généreusement dans son programme. Voilà deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, parce qu'on oublie aussi que M. Macron, au-delà de son bilan détestable, c'est aussi l'homme qui a vendu la branche énergie d'Alstom, dans des conditions extrêmement discutable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au moins, eh bien, face à cela, nous avons en effet une candidate qui est parfaitement libre et qui ne défend pas les grands intérêts financiers ou les grands intérêts des entreprises du CAC 40. C'est une force fondamentale et c'est une force d'autant plus qu'aujourd'hui, ça y est, enfin, le paysage politique se clarifie. Alors je ne sais pas, autour de vous, peut-être certains ont-ils été dupes, en tout cas quelque temps, de l'extraordinaire plan marketing qu'était Emmanuel Macron. C'était le candidat ni droite ni gauche, anti-système, jeune, barbe de 3 jours, qui nous expliquait qu'il fallait penser printemps dans ses meetings. Eh bien, on découvre évidemment, c'est pas une surprise, que cet homme-là, en réalité, est le fauné de François Hollande. Voilà, je pense qu'aujourd'hui tout le monde l'a compris, c'est l'hologramme de François Hollande. C'est un homme qui est aujourd'hui soutenu par la quasi-totalité des grands pontes et dinosaures de la gauche et de l'extrême gauche. Il a même réussi à ressortir Robert Hue, quand même. Un exploit. Quand même. Eh bien, il est soutenu par l'intégralité de la gauche et de l'extrême gauche qui est aux manettes depuis 30 ans. Sans parler des patrons de presse, mais enfin ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais je veux dire, si par malheur M. Macron était élu, il est parfaitement évident que vous aurez demain à l'Assemblée nationale une majorité socialiste. Évidemment, puisqu'aujourd'hui ce mouvement est l'outil de recyclage des candidats socialistes qui savent pertinemment qu'avec M. Hamon, ils n'ont aucune chance d'être élus. Voilà. Et il n'y a pas plus de société civile, d'ailleurs, chez M. Macron, qu'il n'en a en réalité chez M. Fillon. Alors, il se présentait, il nous avait quand même piqué quelques slogans comme le candidat anti-système. Mais ce qui est phénoménal, au-delà du fait qu'il reprend d'ailleurs une grande partie des propositions de M. Hollande en 2012, c'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde, ce n'est pas une rupture avec M. Macron, c'est en réalité une accélération, une phénoménale accélération de toutes les politiques qui ont été menées depuis 30 ans et qui nous ont conduits dans le mur. Je m'explique, en fait, tout simplement, M. Macron, c'est un homme qui est pour l'immigration. Il s'en est pas caché, il nous a ressorti toutes ces leçons apprises à gauche, puisqu'il a expliqué que l'immigration... alors, je vais vous citer exactement parce que c'est quand même extrêmement plaisant. Nous ne sommes pas aujourd'hui confrontés à une vague d'immigration. Peut-être pas dans le 7e arrondissement, vous me direz. Le sujet de l'immigration ne devrait donc pas inquiéter la population française. Ben oui, forcément, quand on regarde l'immigration de son balcon, ça doit être assez joli à regarder. L'immigration se révèle une chance d'un point de vue culturel, économique et social. Il faut favoriser la discrimination positive. Comprenez, si vous venez de certains quartiers avec certaines origines, la République va vous donner davantage que si vous êtes un petit blanc issu de la ruralité. C'est un homme qui évidemment défend tous les sujets sociaux
élargissement de la PMA et évidemment défense des mères porteuses. C'est un européiste. Lui, il veut aller encore plus loin dans la construction européenne puisqu'il veut mettre en place, comme M. Fillon d'ailleurs, un gouvernement de la zone euro. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un ministre du budget européen qui va tourner, j'imagine, entre les 27 pays et qui donc va définir le budget des différents pays, dont le budget de la France. C'est-à-dire que d'ores et déjà maintenant, notre budget doit être validé par l'Union européenne sous peine de sanctions, mais demain, avec François Fillon et avec Emmanuel Macron, ce n'est même plus le ministre français du budget qui va définir notre budget, mais c'est un ministre du budget européen. Et c'est un mondialiste, c'est-à-dire que c'est un homme qui défend le libre-échange total, l'abolition des frontières économiques, et c'est un homme qui a évidemment, avec François Fillon une fois de plus, défendu le traité de libre-échange avec les États-Unis, qui, fort heureusement, grâce à Donald Trump, a été enterré, et qui défend aujourd'hui le traité de libre-échange avec le Canada, qui est un traité qui est en cours de votation dans les différents pays européens et qui a d'ores et déjà a été voté au Parlement européen par la gauche et par la droite, main dans la main. Et c'est un traité de libre-échange qui va nous mettre en concurrence frontale avec l'économie canadienne et en particulier avec l'agro-industrie canadienne qui est évidemment beaucoup plus productiviste que nous et ce sera vraisemblablement un énorme coup dur qui sera porté une fois de plus à nos agriculteurs. De la même manière, M. Fillon, lui aussi, est en train de tomber le masque, puisqu'il a accordé, alors déjà vous vous souvenez, il avait accordé sa circonscription à Nathalie Kosciusko-Morizet. C'était déjà un peu suspect, c'est bon qu'on puisse dire, mais il est allé encore plus loin, il a accordé 96 circonscriptions à l'UDI, aux centristes. La même UDI qui, 3 jours avant, l'avait trahi, en suspendant son soutien à François Fillon. Enfin ça, à la limite, c'est leur petit linge sale à eux. Et non content de cela, l'UDI s'est même vanté d'avoir influé sur la ligne de M. Fillon et d'avoir obtenu le retrait de la suspension du droit du sol, la suppression du droit du sol. Ce qui en dit long quand même, une fois de plus, sur les convictions de cette fausse droite, de cette droite molle, qui, depuis Chirac, enfin on pourrait même remonter plus loin, passe son temps à courir derrière les centristes et à se mettre à genoux devant eux pour tenter de construire de façon complètement incohérente une fausse majorité totalement impuissante. Mais je veux dire qu'en réalité, qu'importe les concessions de ces candidats, qu'importe ce qu'ils disent même dans leur projet, puisqu'ils ne seront pas en mesure de le mettre en œuvre. Ils vous mentent quand ils vous disent, par exemple, en ce qui concerne François Fillon, qu'il va réduire l'immigration. Il vous ment il explique, par exemple, pour lui, que les frontières nationales, c'est une démagogie. Qu'il ne faut pas sortir de l'espace Schengen. Il explique qu'il ne souhaite pas supprimer l'automaticité du regroupement familial. Qu'il ne souhaite pas durcir les conditions d'acquisition de la nationalité. Qu'il ne souhaite pas, parce qu'il ne le peut pas, c'est européen, restreindre les conditions d'accueil du droit d'asile, qu'il ne souhaite pas interdire la régularisation des clandestins. Tout ça, ce sont des mesures défendues par Marine Le Pen. Et elle est la seule aujourd'hui à les défendre. De la même manière que Marine Le Pen est la seule à vouloir mettre en place la priorité nationale. C'est-à-dire le fait qu'en France, un Français, c'est une personne de nationalité française, bénéficie chez elle d'un certain nombre d'avantages, comme par exemple la priorité d'accès aux logements sociaux, payés par ses impôts, la priorité d'accès à un certain nombre d'aides non contributives, comme par exemple les APL ou les allocations familiales. Avec Marine Le Pen, eh bien demain, les allocations familiales seront réservées aux familles dont l'un des deux parents au moins est français.
croire en la France. Et non seulement eux, ils n'y croient pas, mais pire, ils la méprisent et j'ai même envie de vous dire, ils l'insultent. Je ne sais pas, je pense que vous avez, vous, dans le Vaucluse, suivi cet scandaleux épisode de M. Macron se rendant en Algérie, expliquant cet homme qui candidate à la plus haute fonction de l'État pour être président de la République française et qui va insulter sans vergogne cette République à l'étranger en parlant, je le rappelle, de crimes contre l'humanité et de barbarie au sujet eh bien, de la colonisation d'Algérie. Des mots d'une violence inouïe, mais qui sont assez révélateurs de ce syndrome d'autoflagellation, de honte de nos ancêtres, qu'ils distillent dans l'esprit d'ailleurs des enfants, notamment à travers l'école de la République, qui les caractérise et qui les pousse systématiquement à aller faire du communautarisme électoral en allant se vendre au plus offrant et en particulier en ce qui le concerne évidemment aux franco-algériens qui constituent, il est vrai aujourd'hui, une part notable de l'électorat français. Et donc, je sais qu'on ne fait pas beaucoup d'histoire, j'imagine, chez Rothschild, mais enfin, si M. Macron connaissait un peu l'histoire qui est la nôtre, la respectait et l'aimait, il se serait peut-être souvenu que nous ne sommes pas allés en Algérie pour rien. Que nous sommes allés en Algérie à l'époque parce que la Méditerranée était complètement, pourrie par la piraterie, par les barbaresques qui mettaient les chrétiens en esclavage, et que tout commerce était rendu impossible par ces esclavagistes, et que c'est pourquoi nous sommes allés en Algérie, qui d'ailleurs avant cela avait été une colonie ottomane et puis même une colonie romaine, et que d'ailleurs l'Algérie n'existait même pas avant que nous y mettions un pied et que nous y laissions routes, hôpitaux, écoles, puits de pétrole et autres infrastructures, qui fait qu'aujourd'hui ce pays tient à peu près, bien que depuis son indépendance, ses dirigeants l'aient enfermé dans la corruption, dans l'échec, et qu'ils utilisent aujourd'hui, les attaques à l'égard de la France pour dissimuler leur propre corruption et leur propre turpitude. Eh bien, avec nous, également, il n'y aura plus jamais de repentance d'État. Plus jamais de repentance d'État, car cette repentance d'État, cette autoflagellation est aujourd'hui l'outil de propagande des ennemis de la France. C'est un outil qui est utilisé pour nous faire accepter l'inacceptable. Au prétexte que nous aurions une dette à l'égard de certains, il nous faudrait accepter et payer pour l'intégralité de la misère du monde. Eh bien, à l'inverse, nous considérons, c'est vrai que le passé n'est pas un programme en soi, nous ne sommes pas des grilles nostalgiques, mais que le passé est une ressource. Le passé, c'est une ressource. C'est une boussole de sens. C'est un vivier d'expériences positives ou négatives, mais dont nous tirons les leçons. C'est également un repère où se consoler en ces temps incertains, où se retrouver. Et nous avons besoin de cette boussole de sens. Nous avons besoin de savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons. Et donc avec nous, il y aura le grand retour du roman national à l'école. Il y aura le grand retour des figures historiques qui ont fait notre gloire et notre fierté sur les bancs de l'école. Et l'intégralité des petits Français devront recevoir cet héritage, accepter cet héritage, ou s'y affilier et l'aimer si eux-mêmes n'ont pas eu la chance de partager ses ancêtres avec nous. Voilà comment il faut impérativement que Marine Le Pen soit élue. Et je ne dis pas ça parce que nous avons là-bas du pouvoir. Vous savez, au Front National, ça fait 40 ans qu'on se bat, parfois seul contre tous, parfois en faisant des scores dérisoires, parfois sous les tombereaux d'injures, de diffamation, parce que nous avons le patriotisme au cœur et cet amour de la France et ce sentiment de la nécessité de défendre son indépendance. Nous avons le sentiment depuis longtemps déjà que c'est la
la France qui est en jeu dans cette histoire. Ce n'est pas simplement notre confort, ce n'est pas simplement notre bien-être, ce n'est pas simplement notre richesse, c'est véritablement notre existence, notre subsistance en tant que peuple et en tant que nation qui est en jeu. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, nos élites, parce qu'elles méprisent la France, parce qu'elles pensent qu'elle est dépassée, ont brisé tous les outils de transmission. Et ces outils de transmission, eh bien, ils peuvent disparaître en seulement 1 ou 2 générations. Et on en voit d'ailleurs les effets dramatiques. C'est quoi ces outils de transmission? Je vous le disais à l'instant, c'est déjà le fait de distiller la honte dans nos esprits, de ce que nous sommes et de nos ancêtres. C'est le fait de ne plus transmettre ce récit national, je vous ai aussi parlé de ça à l'instant. C'est le fait de ne plus transmettre notre langue. Bien évidemment, puisque lorsque les enfants ne maîtrisent plus correctement cette langue, ils ne peuvent pas perpétuer l'esprit et le génie français. Nous sommes une nation littéraire, c'est tout de même extrêmement important de le rappeler. C'est le fait également de laisser mourir à petit feu notre patrimoine. Tout ce dont je viens de vous parler, c'est le patrimoine immatériel. C'est le capital immatériel, c'est fondamental. Mais il y a aussi le patrimoine matériel. Il y a le patrimoine charnel. Je veux dire, la France, c'est pas uniquement le fait de pouvoir consommer et gagner de l'argent. C'est aussi l'extraordinaire privilège, et c'est ça qu'ils ne comprennent pas, de pouvoir s'extasier devant la majesté d'une cathédrale gothique. C'est le fait de pouvoir s'extasier devant une statue grecque au Louvre, ou c'est le fait de pouvoir s'extasier devant la majesté d'un château de la Renaissance. C'est ça aussi la France. Et ce patrimoine-là, ils l'ont aussi abandonné. Et ils le laissent mourir à petit feu parce qu'ils préfèrent aller faire des mondanités et subventionner un certain nombre d'artistes méconnus au milieu de la gabegie de l'art contemporain. Eh bien, nous faisons aussi le choix, dans notre projet, de faire un effort extrêmement important pour la défense et la promotion de ce patrimoine français. Et nous allons même constitutionnaliser la défense de ce patrimoine. Parce que nous avons le devoir d'hériter. Ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir pour les générations qui suivent. Et donc nous allons faire de la défense de ce patrimoine architectural une valeur constitutionnelle. Et nous mettrons en place une loi de programmation précisément pour pouvoir investir efficacement et ne plus avoir à supporter la tristesse de nos églises qui sont en train de disparaître. Parce que lorsque Marine Le Pen va au Mont-Saint-Michel, lorsque Marine Le Pen va à l'abbaye de Conques, elle rappelle que la France, c'est aussi 16 siècles de chrétienté. Et que oui, n'en déplaise à certains, la France, elle est façonnée dans ses paysages, dans son architecture, dans ses lois, dans ses coutumes, par ses racines chrétiennes. Avec cette disposition constitutionnelle, les fanatiques d'extrême gauche ou les fanatiques de l'islam radical ne pourront plus nous empêcher de mettre des crèches dans nos mairies ou de mettre des sapins de Noël dans nos parce que nous allons mener une guerre sans pitié à ces ennemis de la France, parce que nous ne tolérons pas qu'en France cohabitent plusieurs cultures qui se revendiquent supérieures, qui veulent imposer leur mode de vie, leurs coutumes, voire même leurs lois, quand elles ne sont pas d'ailleurs déjà parvenues à le faire. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que sur une certaine partie des territoires français, que l'on appelle les zones urbaines sensibles dans le jargon administratif, nous constatons tristement s'applique la loi islamique, c'est-à-dire la charia, c'est-à-dire une contre-société qui rentre frontalement en adversité avec nos valeurs et nos principes les plus élémentaires, dont la mixité et le respect des femmes fait partie intégrante. Et qu'est-ce que nous avons comme réponse de la part de nos adversaires face à cela? Eh bien, nous avons, par exemple, je vous le disais, un monsieur Macron qui vante les
les mérites culturels de l'immigration de masse. Nous avons un monsieur Hamon qui explique, suite au reportage de France 2 que vous avez tous vu, je pense, vous savez, où des bars de Sevran interdit l'entrée aux femmes au nom de la charia, ou interdit aux femmes de circuler librement ou de se vêtir librement. Et nous avons un monsieur Hamon qui explique que cette charia, finalement, n'est que la bonne vieille continuation du vieux machisme franchouillard des ouvriers. Voilà où en est leur degré d'aveuglement, ou même de complicité, j'ai envie de vous dire, de complicité électoraliste. Parce que ça fait bien longtemps que M. Hamon, dans sa ville du 93, eh bien, a laissé tomber l'électorat populaire ouvrier de souche au profit de son nouveau prolétariat immigré, comme d'ailleurs l'intégralité de la gauche et même de l'extrême gauche. Eh bien, nous avons en face de cela François Fillon, qui n'est pas en reste, puisque très récemment, il a visité une mosquée en Seine-Saint-Denis, une mosquée dont le recteur fait la promotion de l'islamiste Tariq Ramadan, que vous devez connaître, mais aussi de Marwan Mohammad. Alors ça, peut-être ça vous parle un peu moins, mais je veux vous citer ce que ce charmant monsieur a déclaré en conférence à la mosquée d'Orly. Justice. Qui a le droit de dire que la France, dans 30 ou 40 ans, ne sera pas un pays musulman? Qui a le droit? Personne dans ce pays n'a le droit de nous enlever ça. Personne n'a le droit de nous nier cet espoir-là. De nous nier le droit d'espérer dans une société globale fidèle à l'islam. Personne n'a le droit dans ce pays de définir pour nous ce qu'est l'identité française. Pardon. Eh bien si, messieurs, nous allons... alimenté par la lâcheté et la complicité de nos élus de la fausse droite et de la gauche. Avec nous au Front National, eh bien, une fois arrivés aux affaires, nous dissolverons l'UOIF des frères musulmans et toutes les associations satellites culturelles, sportives qui sont des vecteurs de radicalité. Nous expulserons les imams radicaux, nous fermerons les mosquées radicales, nous interdirons les financements étrangers issus de pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui... Et surtout, nous arrêterons de nous coucher devant l'insolent sultan Erdogan, cet islamiste turc, pudiquement dénommé islamo-conservateur par les médias, qui n'a de cesse de nous faire du chantage aux migrants, qui vient traiter les Allemands de nazis parce qu'ils n'acceptent pas de recevoir l'un de ses représentants pour faire campagne, quand le gouvernement socialiste lui s'est couché devant cette ingérence étrangère. Eh bien, avec nous, il n'y aura plus de concessions avec les Turcs, et ils ne rentreront certainement pas dans l'Union européenne. De rien est lié, il faudra traiter aussi la question précisément de ces zones de non-droit. Parce que l'islam radical n'est pas sorti de nulle part. L'islam radical n'est pas une génération spontanée, si vous voulez. Elle prend évidemment racine sur un phénomène qui est le phénomène du communautarisme, qui est lui-même la conséquence de l'immigration de masse. Et c'est sur ce terreau, c'est dans ce vivier qu'aujourd'hui se développe de façon extrêmement liée à la fois la délinquance et à la fois cet islamisme. C'est le gangsta-djihadisme, c'est les américano-islamo-racailles qui vont porter la barbe, faire le ramadan et porter des Nike tout en allant brûler les voitures. C'est ça aujourd'hui la génération que nous sommes en train de fabriquer. Alors je vous rassure, c'est pas parce qu'on leur donne pas assez d'argent. Parce que suite à l'affaire Théo, et je vais y revenir
dans quelques instants. On nous a ressorti le même discours culpabilisant. Mais oui, mais les pauvres, c'est la société, c'est parce qu'on leur a pas donné assez d'argent, c'est parce que le racisme, c'est parce qu'on les a mis à l'écart. Mais enfin, qu'ils arrêtent de se moquer de nous. Ça fait des années et des années que nous déversons des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros à travers le Je pense que les campagnes françaises seraient bien heureuses de voir le 10e de l'investissement budgétaire qui est aujourd'hui fait dans ces cités. Non, la réalité, c'est que ce n'est pas un problème d'argent parce qu'il n'y a pas de lien entre pauvreté et criminalité. Et que dans les campagnes françaises où les plus grandes souffrances sont muettes, eh bien on ne brûle pas les voitures, on n'agresse pas les jeunes filles et on n'attaque pas les chauffeurs de bus. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation tout simplement parce que nous avons enfermé ces jeunes dans le mépris de la France. Nous leur avons dit qu'ils avaient raison de nous mépriser. Pour toutes les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure, et la colonisation algérienne en est l'un des éléments. On leur a expliqué qu'ils avaient droit à la différence, que le multiculturalisme c'était génial. Et donc que s'ils venaient en France, eh bien, ils avaient le droit d'emporter avec eux leur culture d'origine, de la faire valoir, de la revendiquer, parce que le peuple historique n'avait pas le droit d'avoir le primat de sa culture sur son propre territoire national. Et à côté de cela, nous les avons privés de tous les aspects positifs qui permettent l'assimilation. Par la transmission de notre histoire, par l'apprentissage correct de notre langue, parce que ce sont des vecteurs de rassemblement. Parce que nous sommes une nation littéraire, je vous le disais tout à l'heure, et nous avons de grands artistes, nous avons de grands écrivains, nous avons de grands peintres à faire valoir et qui devraient évidemment nous rassembler dans la beauté et dans le talent. Mais aussi, nous avons laissé, pour acheter la paix sociale, ces quartiers être régulés par les caïds, par les trafiquants de drogue, par les trafiquants d'armes. Et nous avons donné des consignes aux forces de l'ordre de ne pas rentrer dans ces quartiers, précisément pour ne pas gêner ce petit commerce et ce petit marché noir qui aujourd'hui fait vivre en sous-main les banlieues. Parce que nous ne voulions pas, ils ne voulaient pas, assumer le risque qu'aujourd'hui il puisse se produire de façon spectaculaire, non pas des incidents comme j'ai entendu dans la presse, mais de véritables émeutes urbaines qui nous coûtent des dizaines de milliers d'euros, dans lesquels on brûle des voitures, oui, mais on agresse des gens, on saccage du matériel public, on va dilapider des magasins. Pourquoi? Pour défendre Théo. On va aller saccager le Franprix pour défendre Théo. C'était ça l'excuse de la manifestation. Où on est allé soi-disant manifester contre les violences policières. Ça qu'il y a tellement de violences policières en France qu'on est obligé de nous ressortir Malek Ousekine d'il y a 30 ans. Pour illustrer aujourd'hui la soi-disant violence policière. Et on en remet une couche d'ailleurs, puisque les socialistes s'en sont donnés à cœur joie pour dénoncer et jeter l'opprobre sur toute la profession des policiers avant même la décision de justice, avant même le rapport de l'IGPN, de la police des polices qui a conclu à un accident. Ils n'ont même pas eu la décence d'attendre cela. Et pire encore, nous avons eu le syndicat de la magistrature, ce fameux syndicat auquel adhèrent aujourd'hui 22% des juges de France qui sont allés manifester contre les violences policières, ce même syndicat qui avait fait le mur des cons, vous vous en souvenez? Et nous avons évidemment, mais enfin ça c'est un grand classique, quand même ce serait dommage si on ne l'avait pas eu, la fameuse tribune dans Libération, larmoyante avec nous de beaux artistes, de grands artistes, qui courageusement ont signé pour dénoncer les violences policières, évidemment à l'initiative, puisque là n'est pas parti de rien, d'un ancien membre du cabinet de Christiane Taubira, qui n'était donc pas un fameux élu conseiller municipal anonyme, comme on nous l'avait gentiment présenté. Eh bien, je le dis clairement, avec nous et avec Marine Le Pen, une fois de plus, il n'y aura pas de politique de l'excuse. La paix sociale avec de l'argent. Nous n'achèterons pas la paix sociale en fermant les yeux et en laissant ces trafics se passer, au détriment d'ailleurs du reste de la population qui, elle, vit en respectant la loi. Avec nous, tout simplement,
nous allons mettre en place un grand plan de désarmement des banlieues. Et pour ce faire, nous allons augmenter le nombre d'effectifs de police et de gendarmes, ne serait-ce que pour accéder à la moyenne européenne du nombre de policiers et de gendarmes nécessaires au regard de la population française actuellement. Ces effectifs qui ont été laminés sous Nicolas Sarkozy et sous François Fillon et qui n'ont évidemment pas été restaurés sous le Parti socialiste. Nous construirons évidemment des places de prison pour que nous n'assistions plus au scandale qui fait qu'aujourd'hui des dizaines de milliers de peines de prison ne sont pas appliquées, faute de place, et qui ont conduit Madame Taubira, hier Madame Dati sous Nicolas Sarkozy, à multiplier ce qu'ils appellent pudiquement les peines hors les murs, c'est-à-dire les peines qui ne sont en réalité jamais appliquées après avoir été, mises en place. Nous allons organiser une nouvelle formation des magistrats pour ne plus fabriquer cette machine à laxisme qui sévit aujourd'hui dans une partie de nos tribunaux. Nous supprimerons la remise automatique de peine, qui fait qu'aujourd'hui en France, quand vous êtes condamné à de la prison ferme, ce qui est déjà extrêmement compliqué, disons-le, vous avez la quasi-certitude de ne jamais aller au bout de votre peine. Et nous avons eu des exemples criminels, terrifiants, avec les terroristes qui ont frappé la France, qui ont coché toutes les cases, mais qui, pour certains, auraient dû être en prison. Auraient dû être en prison au moment où ils ont frappé et où ils ont commis leurs attentats. Nous remettrons en place les peines planchées pour les récidivistes. Et nous instaurerons un principe très simple pour les petites racailles de banlieue qui les fera réfléchir, qui s'appelle le principe du casseur-payeur. C'est-à-dire que si vous dégradez, si vous cassez, si vous brûlez, eh bien vous allez payer parce que vous avez cassé. Et on va nous répondre, ah mais les pauvres, ils sont insolvables, même s'ils roulent en Mercedes. Et donc on va répondre, tout simplement, chose très simple, ils sont insolvables, bah écoutez, c'est bête, on va les priver des aides sociales jusqu'à ce qu'ils les remboursent. Et oui, avec Marine Le Pen, c'est cette France-là que nous allons mettre en place et il s'agit pour cela simplement de courage et de volonté politique. Il s'agit d'être libre et il s'agit aussi tout simplement de s'appuyer sur le peuple français. Je sais que ça paraît incroyable, scandaleux, terrifiant pour une grande partie de la classe politique qui n'a eu de cesse de mépriser le vote et les aspirations des Français, voire même de le trahir. Je me souviens quand même du fameux traité de Lisbonne, voté au Congrès par la droite, par la gauche, contre l'avis des Français. Eh bien, avec nous, nous mettrons en place le grand retour de la démocratie, par des choses très concrètes. La proportionnelle à toutes les élections. À toutes les élections. Nous allons mettre en place le référendum d'initiative populaire qui permettra à 500 000 citoyens de se mobiliser pour demander l'organisation d'un référendum sur une question précise. Nous élargirons le champ de l'article 11 de la Constitution pour que les Français puissent être sollicités sur tous les grands sujets de société qui les intéressent. Parce qu'aujourd'hui, cet article est, selon nous, trop restrictif et que nous voulons faire du référendum l'un des grands recours démocratiques nécessaires pour la bonne vie en société. Et nous allons également faire en sorte que toute réforme constitutionnelle passe obligatoirement par la voie du référendum et que l'on ne puisse plus, comme cela a été fait par le passé, utiliser la voie du Congrès, c'est-à-dire du Parlement, pour contourner le vote et la volonté des Français sur un vote aussi fondamental que celui qui touche à notre pacte social. Enfin, nous diminuerons le nombre d'élus, de députés et de sénateurs, mais également le nombre d'élus locaux, puisque nous allons simplifier ce monstrueux millefeuille territorial en concentrant nos efforts sur la commune, sur le département et sur l'État, en supprimant ces fameuses intercommunalités coûteuses, inefficaces, sans aucune cohérence, et ces euro-régions, ces régions administratives, elles-mêmes sans aucune cohérence culturelle, historique ou économique, qui s'enferment dans la gabegie
qui sont peu efficaces, peu lisibles, éloignés du citoyen, pour pouvoir précisément défendre nos vraies provinces, nos vraies régions, notre vraie identité culturelle, qui est mise à mal par ces euro-régions et qui est mise à mal par la volonté de l'Union européenne. Enfin, mes amis, je ne vais pas m'attarder sur la question économique, puisque Thibaut vous a largement développé ce sujet, mais c'est vrai que c'est un aussi des grands points de rupture que nous avons avec nos adversaires sur la question agricole en particulier, puisqu'ils disent tous qu'ils veulent sauver les agriculteurs, ils vont tous faire des selfies sur le cul des vaches au salon de l'agriculture. Certains se prennent des œufs également sur la tête, mais enfin Marine Le Pen, elle a été très bien accueillie pour une raison qui est simple, c'est qu'elle, elle fait des promesses concrètes autour de 3 axes que nous sommes les seuls à défendre. Le patriotisme économique, c'est-à-dire faire en sorte que sur le marché français, les produits français soient avantagés. Ça paraît une évidence, mais elle est aujourd'hui interdite par l'Union européenne, cette évidence. Puisque nous n'avons pas le droit d'imposer à des collectivités ou à des administrations de se fournir prioritairement aux produits français. Nous n'avons pas le droit de faire en sorte que l'État français promeuve les produits français. Et ça, c'est un scandale absolument insupportable auquel nous voulons remédier. Le deuxième axe, c'est la traçabilité. Élargir le champ de la traçabilité pour que les Français sachent ce qu'ils consomment, ce qu'ils achètent, évidemment, et qu'ils puissent ainsi consommer français. La traçabilité du halal aussi, accessoirement, parce qu'on en a assez de financer le culte musulman à notre insu. C'est-à-dire qu'exiger que les produits alimentaires, agroalimentaires qui soient importés en France respectent les mêmes normes sanitaires et environnementales que celles que nous exigeons à l'égard de nos agriculteurs. Un principe de bon sens aussi. Vous l'avez compris, mes amis, le seul projet de rupture, le seul projet de société civile, le seul projet de la France pour les Français, au service des Français, c'est le projet de Marine Le Pen. Et jamais la victoire n'a été aussi possible, aussi proche et aussi souhaitable. Parce que je vous le disais tout à l'heure, nous sommes vraiment dans un choix de civilisation avec ces présidentielles. Soit nous continuons avec les mondialistes, ces mêmes recettes qui nous ont conduits aujourd'hui au malheur de ces gens qui considèrent que la nation est un échelon dépassé, ringard, inefficace. Soit nous nous tournons précisément vers cet échelon national, comme le font aujourd'hui et l'ont fait les Néerlandais, en mettant comme premier parti d'opposition, hier ou avant-hier, l'allié de Marine Le Pen, Geert Wilders, aux élections législatives. Comme l'ont fait les Italiens, nos alliés des Italiens, avec la Ligue du Nord, qui ont fait tomber le gouvernement italien récemment. Comme l'ont fait nos alliés en Autriche du FPO, en obtenant 48% aux élections présidentielles. Comme le fait aujourd'hui Theresa May, qui applique le projet que nous souhaitons mettre en œuvre et qui porte aujourd'hui le Brexit. Comme le fait aujourd'hui partiellement Donald Trump également aux États-Unis, en portant une certaine vision de l'économie et de l'identité que nous souhaitons nous aussi défendre avec la souveraineté. Tous ces élans patriotiques qui montent sont le fait des gens qui appartiennent à la même famille de pensée que nous et qui sont pour certains déjà associés au sein de notre groupe européen. Donc ne croyez pas que nous soyons seuls dans nos aspirations. Ne croyez pas que la France serait isolée dans cette nouvelle politique avec Marine Le Pen. Bien au contraire, nous sommes l'incarnation même de ce que les peuples européens veulent. Le retour de leur identité, le retour de leur souveraineté, le retour de leur liberté. Alors je vous invite, mes amis, à choisir cette liberté en avril et en mai prochain avec Marine Le Pen. Vous avez entamé
Allons enfants de la patrie, tout droit est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, fugitifs et féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur, arbre de nos sillons. Grâce à vous et derrière Marion Maréchal Le Pen, nous avons autant de monde, si ce n'est plus, que François Fillon, avec tous les bus, avec tout le monde. Une super porte-parole de notre candidate Marine Le Pen, mais c'est tout de même quand même pas la candidate. Donc c'est vraiment un immense succès. Merci à tous. Alors je signale également que gratuit pour les amis, Nicolas Bay sera présent à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville pour soutenir Anne